Ça continue d'être tendu à Los Angeles et le président Trump poursuit à envoyer des troupes. Oui, absolument. Il renforce son pouvoir, la tension qui n'a pas faibli à Los Angeles, les manifestants qui ont pris la rue pour une 4e soirée consécutive. Et Donald Trump qui est venu muscler sa réponse. Là. Déjà, il avait parlé d'envoyer 2000 réservistes de la garde nationale, 2000 supplémentaires, c'est ce qui a été annoncé. Il a déployé aussi 700 militaires du corps des Marines. Donc vraiment, là, et tout ça malgré les protestations des autorités locales. Il le fait de son propre chef, sans l'accord des autorités locales qui, eux, parlent d'abus de pouvoir de sa part. On en parlait hier, Mario, appeler la garde nationale, c'est une mesure exceptionnelle. C'est la première fois depuis 1965. Et là, c'est ça, les autorités parlent d'escalade inutile, d'abus de pouvoir. Il y en a 300 qui sont arrivés tôt dimanche matin. Il y a même la Californie là, qui a annoncé qu'il allait poursuivre Donald Trump en justice parce qu'il dit que son choix, c'est de violer la Constitution, son choix de mobiliser la garde nationale. Ça fait pas l'affaire des autorités, mais Donald Trump, lui, est convaincu de ce qu'il est en train de faire. Donc, ça se poursuit. Tout ça, des rassemblements qui, je le rappelle, ont été déclenchés parce qu'il y a eu des dizaines d'arrestations liées à la politique migratoire du président américain. Mais politiquement, là, c'est fou ce qui se passe là, mais politiquement, convaincu que c'est payant pour Donald Trump, dans le sens que il avait perdu des plumes dans l'appui populaire ces dernières semaines parce que c'était la question économique qui était au centre de la discussion. Ces tarifs, ça marchait pas. Ces tarifs, ça provoquait de l'inflation, ça inquiétait la population, ça allait mettre des tablettes vides, etc. Puis là, finalement, il était obligé de reculer sur ses tarifs, reculer avec la Chine, reculer. Et là, tout à coup, il redevient l'homme fort, l'homme de la loi et l'ordre. Et je comprends qu'on conteste la constitutionnalité en Californie, mais je suis convaincu que l'électeur moyen dans le centre du pays, là, qui a voté Trump à deux mains, qui était peut-être un petit peu inquiet de ce qu'il était en train de faire au niveau de l'économie, redevient Trump, là, regarde ce qui se passe en Californie. Il agit, là. Oui. Sans quoi que la Californie... Il agit pour mettre dehors des immigrants illégaux, puis là, ben, c'est l'anarchie dans les rues, il remet ça droite. Alors, je suis convaincu que politiquement, pour lui, là, c'est une séquence, à moins que ça tourne au vinaigre, mais présentement, convaincu que sa cote remonte, qu'il reprend des points, puis ça sort de l'actualité toute la question économique qui a été mauvaise pour lui depuis 3 ou 4 mois. Mais chez nous, Mark Carney, donc, qui a confirmé hier cette annonce concernant les investissements en défense. Qu'on va atteindre la fameuse cible du 2% en dépenses militaires fixée par l'OTAN et que ça devrait se faire avec cette présente année financière. Ce qu'il a annoncé, Mark Carney, hier, c'est 9,3 milliards de dollars de plus en défense. C'est une cible qui va être atteinte, on se rappelle, beaucoup plus tôt que ce qui avait été prévu. Là. Justin Trudeau prévoyait l'atteindre en 2032. Là, on va l'atteindre dès cette année 2025-2026. C'est aussi que 2032, c'est tellement loin que tu dis, vas-tu vraiment? T'sais, rendu là, qu'est-ce qui va arriver d'autre entre-temps qui va faire qu'on va déplacer l'argent? Fait que là, on est en action. Presque un tiers de l'argent va directement pour l'immédiat, pour des soldats, des augmentations. En recrutement, en rétention, 2,6 milliards de dollars. On est à 2,1 pour aller au renforcement de l'industrie de la défense, 2 milliards à la diversification des partenariats. Et là, on répartit cet argent-là différemment pour atteindre le 2 milliards de dollars. C'est une annonce majeure. Là. C'est presque peut-être un cadeau qu'il fait parce qu'évidemment, il veut aussi se désengager des États-Unis. Et là, il y a le sommet du G7 qui s'en vient. Donc, comment ça va être perçu, moi, je pense que politiquement, il fait 3 choses. Là. Un, il fait ce que Trump demande jusqu'à un certain point, là, dans le sens qu'il faut qu'on investisse plus dans l'armée. C'est ce que Trump demandait. 2, je pense qu'à la veille du G7, il positionne le Canada comme un joueur plus fort, un joueur qu'il faut recommencer à prendre au sérieux parce que le Canada était devenu une joke, là, ils n'ont pas peur des mots. Puis, troisièmement, je pense aussi qu'il voit venir le train là, à l'OTAN, la réunion de l'OTAN fin juin. Les pays de l'OTAN s'en vont pour monter à 3,5 % de budget. En fait, on dit 5 % mais il y a 1,5 % d'autres choses. Mais tu sais, donc là, il se dit, imagine si là, les autres, ils demandent 3,5 % puis que moi, j'ai même pas atteint mon 2 %. Le Canada va devenir vraiment une risée. Donc, il repose. Sauf que, tu sais, tu te dis, OK, c'est l'arrivée de Mark Carney au pouvoir par rapport à Justin Trudeau, c'est dur de croire que c'est le même parti. C'est complètement autre chose. Ouais, je sais pas, les ministres qui étaient avec Trudeau, puis disent, regarde, moi, j'étais ministre d'un gouvernement libéral, puis 3 mois après, j'étais encore ministre d'un gouvernement libéral, mais
J'ai-tu comme l'impression que je suis pas dans le même parti, je suis pas dans le même gouvernement, je suis pas dans le même univers du tout. Je sais pas comment ils pensent, là, mais c'est tout un virage. Il y a François Legault qui dit il y a des opportunités là-dedans pour les entreprises, nos entreprises. Il a écrit, François Legault, sur X que c'était une opportunité exceptionnelle pour l'économie du Québec. Lui, hier, qui a multiplié les annonces dans le secteur de la défense, il est allé visiter des entreprises, notamment Reaction Dynamics, qui est une jeune pousse spécialisée dans la propulsion de fusées située à Longueuil. On lui a offert une subvention de 10 millions de dollars. Il est allé voir également le géant français qui a reçu Tells Canada, qui a reçu la visite du premier ministre, qui a obtenu 3,3 millions de dollars pour augmenter sa production de jumelles de vision nocturne destinées notamment aux militaires. Thales, c'est une entreprise française qui s'est établie au Québec où la loi prévoit que dans les milieux de travail, il faut travailler en français. Puis M. Legault, durant sa visite, on l'a présenté en direct à LCN. Il s'adressait au personnel ou à des chercheurs, des scientifiques, ou à des je sais pas quoi. Il n'a jamais pu utiliser un mot de français. Une entreprise française établie dans un endroit où le français est censé être la langue du travail. C'est aberrant. Le premier ministre fait la visite et pour être compris des gens, je comprends que s'il pouvait juste 100% parler en anglais. Bon. Je rappelle qu'on a reçu une jeune chanteuse en fin de semaine du Texas. Oui, qui parlait très bien français, puis qui a appris parce qu'elle avait un intérêt pour la culture québécoise. Voilà, petite remarque sur la langue. Oui. Ceci dit, ça n'enlève rien aux opportunités économiques. Opportunités économiques et François Legault sauté dans le bain hier en allant visiter plusieurs entreprises. Il a visité Pratt & Whitney Canada également. Donc, c'était un tour d'horizon et on verra ce que tout ça va donner, évidemment, là. Ouais, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ça s'améliore pas. Ça ne s'améliore pas, effectivement. On a vu par le passé qu'il y avait des rongeurs qui s'étaient introduits dans l'hôpital. Hier, on parlait de fuite d'eau, patients déplacés, panne de courant. Vraiment, la vétusté de l'hôpital a causé encore d'importants problèmes. Et ça, c'est depuis en fin de semaine. Là. Il y a une panne de courant dans le quartier qui a fait en sorte que le système de génératrice a dû être déclenché. On a dû reporter certaines chirurgies par mesure de précaution. Donc, les chirurgies qui devaient débuter n'ont pas débuté, ont été reportées. Celles qui étaient en opération ont pu continuer à cause des génératrices. Tant mieux, parce qu'on se rappelle que la dernière fois que c'était survenu, les génératrices n'avaient pas fonctionné. Ça a été quand même tout un branle-bas de combat. Il y a 5 des 6 ascenseurs du pavillon principal qui n'ont pas suivi le système d'urgence. La panne a duré environ 1h30. Le syndicat dit qu'il y a des pompiers qui ont même dû intervenir pour sortir des gens qui étaient coincés dans les ascenseurs au moment de la panne. Il y a une conduite d'eau aussi qui est rompu au 4e étage. Ça a causé une fuite d'eau. Là, on a dû transférer des patients. Oui, parce que la fuite d'eau a eu un influent. La fuite d'eau est rentrée dans les soins intensifs. Oui. Fait qu'il fallait déplacer des patients des soins intensifs. Il fallait déplacer des patients de l'unité coronarienne vers les soins intensifs. Il y a une unité qui était fermée faute de personnel et c'est là qu'on a déplacé les patients. Je me perds dans tout ça, mais c'est compliqué. C'est sûr que c'est comme... Puis, on le sait, là, je veux dire, les travaux, parce qu'il ne faut pas confondre... Quand on parle de travaux, là, c'est quasiment une reconstruction quasi complète qui est prévue. Donc là, dans un premier temps, on refait un stationnement. Oui. Parce que le stationnement actuel va devenir le terrain stratégique où on fait le nouvel hôpital, la nouvelle construction. Mais le nouvel hôpital, on dit, va être prêt... 2035, 2036. Ouais, mettons 8 à 10 ans. Donc, c'est pour ça que le ministre Dubé a quand même dit, dans l'intervalle, on va continuer à investir dans l'hôpital. On va continuer à investir, à dépenser pour le garder, juste pour réparer, le garder opérationnel, le garder en vie. Des journées comme hier, ce qu'on se rend compte, là, c'est que ça va coûter une fortune. Juste ça, là, juste les sommes annuelles pour le garder à flot, pour le garder fonctionnel. Juste ça va coûter une fortune. Et c'est très compliqué pour ceux qui travaillent, le personnel hospitalier. Pour les patients, c'est contraignant aussi. Là, ils doivent user d'imagination à chaque jour là, pour essayer de faire leur travail correctement. Deuxième jour de grève à la STM. Ça n'a pas été facile hier. Là. Non. Deuxième journée de 9 qui commence aujourd'hui. Les usagers qui vont encore devoir revoir leur plan de déplacement. Et c'était pas une journée facile, effectivement, hier pour plusieurs. D'abord, il y a eu de la confusion, Mario, parce que ce qu'on disait, c'est qu'il y avait seulement le métro et les autobus à 3 moments de la journée, donc aux heures de pointe, de 6h30 à 9h38 le matin, 14h45 à 17h48 l'après-midi et le soir. Sauf que les
les gens comprenaient pas bien c'est quoi 9h38. 9h38, on pensait que c'était le dernier train qui partait. Habituellement, c'est ça qu'on fait quand on indique l'heure. Là. Mais le D'habitude, 9h38, c'est ça, c'était la fin de ligne. Donc après ça, plus rien. Alors, ça veut il y en dire a que qui le métro, disaient... la ligne verte, par exemple, vers l'est, ça veut dire qu'à 9h38, ça, il faut qu'il soit rentré à Honoré-Beaugrand. Exactement. Donc, c'est terminé. Il y en a qui disaient, le dernier métro est à 9h38, je vais finir de travailler à 9h30, donc je vais être capable de l'attraper. Oui. Non. C'est pas ça. Mais c'est qu'on s'en fout qu'il soit à la gare à 38. Ben, si tu veux le prendre à Berry, ça veut dire que si tu veux qu'il soit à 38 à Honoré-Beaugrand, ça veut dire que le dernier à Berry est à 9h20 à peu près. C'est pas normal qu'il faut que tu là. commences à faire des racines carrées de l'heure de Mais ça a créé beaucoup Ben oui. de confusion. Il y a des gens qui se sont retrouvés, je viens de finir de travailler, j'ai plus de métro, c'est fini. Fait que là, aujourd'hui, j'imagine que là, peut-être ça va être un petit peu plus clair. Il y a aussi des gens, écoute, il y a des gens qui écoutent pas des émissions d'information, qui se gardent peu informés, malheureusement. Il y a des gens qui arrivaient carrément sur les portes barrées, là, qui savaient pas que le métro était fermé. Absolument. Toute la journée, il y a des gens qui allaient se frapper. C'est sûr que même si t'es un touriste, on dirait que t'imagines pas dans une grande ville que les portes du métro sont barrées à 10h l'avant-midi. Là. Ça s'imagine pas. Ça m'est arrivé, moi, en France, la grève, puis je savais pas. Ben, tu dois te débrouiller avec des Là, taxis. nous, je pense que c'est notre nouveau modèle, la France. Là. Oui, Des grèves. Partout. On voit que ça marche pas pareil, on le fait pareil, on des grèves, des grèves. Mais c'était comme ça l'après-midi aussi, là, 17h48, là, c'est pas le dernier métro, c'est la fin de la ligne. Fait qu'il faut que tu le prennes un peu d'avance. Il y a des gens qui finissaient de travailler plus tard. Là, hier, il pleuvait. On disait aux gens de se rabattre sur les Bixi, mais quand même, il y a eu de la pluie. C'était pas nécessairement évident pour les gens de se déplacer. Il y a une limite au Bixi aussi, à un moment donné. Là. Ouais. Un, ça s'adresse pas à tout le monde. Deux, il n'y en a pas tant que ça. Je me semble de voir avec les valises, les sacs, c'est pas pour tout le monde. Enfin, semble-t-il que certains taxis, les prix sont restés les mêmes, là, mais je lisais aussi que Uber, certains prix ont augmenté aussi. Là. Uber, Donc, ça se fait tout seul, hein? C'est la tarification dynamique. Selon l'offre et la demande. C'est ça. Quand tu as un certain, mettons, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais quand tu as un certain pourcentage des Uber qui sont occupés, parce qu'il y a plus de demandes, automatiquement, le prix vient s'ajuster à la hausse, là, en fonction de la demande. Fait que je pense qu'à un moment, on disait qu'on était x2, là. On était x2 chez Et puis ça, c'est Uber. aux frais des citoyens, des utilisateurs, parce qu'il n'y a pas de compensation qui est prévue pour l'instant. Ils remboursent même pas la carte de métro, là. Puis des fois, Uber, là, ça bouge en 5 minutes. Là. Ça peut être 30 $, puis 5 minutes plus tard, t'es rendu à 60. Mais c'est parce que c'est pas quelqu'un qui joue avec les prix, là. C'est comme une intelligence artificielle qui gère l'offre et la demande, puis quand il y a trop de demandes, le prix monte automatiquement. Finalement, fusillade, là, c'est en cours à l'heure actuelle comme événement. Fusillade dans une école en Autriche. Oui, dans une école en Autriche. C'est en cours présentement. C'est à Graz, dans le sud-est de l'Autriche. C'est survenu le matin, là, heure locale là-bas. Les premières informations font état de plusieurs morts. On ne donne pas de bilan pour l'instant chiffré. Les autorités indiquent aussi qu'il y aurait plusieurs blessés. Parmi les morts, l'assaillant présumé également. On parle de situation sous contrôle quand même. Plusieurs unités d'intervention spéciale qui ont été déployées sur place. On a évoqué des coups de feu sans trop de détails. Là. Donc, évidemment, il y a une enquête qui est en cours, mais ce qu'on dit, c'est que la situation serait sous contrôle. Le danger serait écarté puisque l'assaillant présumé serait décédé. Mais plusieurs morts là, dans une école, c'est tout un branle-bas de combat là-bas. On ne sait pas combien. Donc, ça va sortir au fur et à mesure. Je vais suivre l'évolution de la situation ce matin là, pour vous revenir là-dessus. Et au culturel, 2 décès dans le monde de la culture du Québec. C'est de grosses semaines. Hein. On a perdu plusieurs grands. Cette fois-ci, c'est Victor Lévy-Beaulieu qui est décédé à l'âge de 79 ans. Ça a été confirmé par sa fille Mélanie Beaulieu à l'agence QMI. Celui qui est connu avec sa grosse barbe touffue, la pipe, le chapeau aussi. Celui qu'on décrit comme un homme simple, même si dans les apparences, il avait l'air complexe. C'est ce qui a été mentionné. Il s'est éteint dans son sommeil à 3 pistoles. Il était reclus depuis quelques années avec ses animaux. Il est décédé dans la nuit de dimanche. Celui qu'on considère comme l'un des plus importants de la littérature québécoise. Il a écrit une trentaine de romans, mais une vingtaine d'essais, plusieurs lettres adressées aux journaux. Les romans, on pense à Race de monde, Joe Connaissant, Les Grands-Pères, Satan Belle Humeur, La Grande Tribu, les séries télé aussi, Race du monde, parce que je pense que pour le public, évidemment, oui, il y a des gens qui ont lu ses romans, mais on a vu beaucoup plus qui ont vu ses séries. Là. Bouscotte, d'ailleurs, il s'était entretenu il y a plusieurs années, là, pendant que la série était diffusée. Il s'est adressé à une entrevue à Radio-Canada. Je vous fais entendre un extrait où il parle de sa vision de l'écriture d'un téléroman. Mais moi, je trouve que oui, le rôle social de l'écrivain est important dans le téléroman, mais son rôle lyrique l'est autant dans le sens
je dirais, global ou profond du terme. C'est-à-dire qu'il faut que la télévision, pour moi, au niveau de l'écriture et de la gestuelle et de la façon que c'est fait, qu'il y ait une musique qui soit propre au téléroman ou à ce médium-là en particulier. Il a fondé... mais dis que dans Bouscotte, là, oui. Je veux dire, il y avait un personnage qui était comme inspiré un peu de moi. Là. Ah oui? Ben oui, t'avais le Parti des régions. C'était comme un mélange entre deux affaires. Il y avait un de ces... Parce que Victor Lévy, c'est le gars du Bas-Saint-Laurent. C'est le gars du Bas-Saint-Laurent. Ouais. Il est né à Saint-Paul-de-la-Croix. C'est dans le comté que je représentais, que je connais bien Saint-Paul, et il a vécu à Trois-Pistoles, qui était aussi que je représentais. Puis... c'était comme le mélange entre un de ses chums qui avait voulu partir un parti des régions qui a jamais marché, puis un jeune de son comté qui a vraiment fait un parti puis qui a été élu. C'est comme une fusion un peu entre les deux oui. des personnages. Mais moi, le premier vraiment téléroman, c'est l'héritage. Là. Oui. Que moi j'ai suivi, avec le personnage d'Yves Degagné qui était plus grand que nature, puis c'était des textes. Quand il parle de la musicalité, l'héritage, c'est vraiment des textes très, 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 très forts. Mais ça, c'est important dans la culture québécoise. Robert Gravel, c'était quoi? J'ai comme un blanc. C'était quoi son... Il y avait un patois, là. Il y en a... C'était les deux bars. Ça, c'était Junior. Junior Galarno. Mais, qu'est-ce que pas Boswell? Qu'est-ce qu'il disait? Il y avait une... Quelqu'un va nous écrire. C'est ça que quelqu'un va nous dire. Robert Gravel avait quelque chose qu'il disait, là, qui était toujours un peu frustré, puis... Mais toi, tu l'as rencontré à plusieurs reprises. Je l'ai connu. J'ai travaillé dans beaucoup de dossiers parce que lui, autour de ses téléromans à Trois-Pistoles, on a voulu créer... On a créé là, un lieu touristique. Les gens venaient, avec des décors de ses téléromans, avec des items, des artefacts et tout ça. C'est juste que on se comprend que c'est un personnage pas facile tout le temps. C'est un gars qui a un caractère fort, un peu imprévisible. Des fois, on avait une réunion un soir de semaine pour ses projets, puis là, il faut que tu fasses des demandes de subventions des fois, puis tu mets bien du monde ensemble, là, la MRC, le ministère, la ville, tu mets toutes sortes de monde ensemble. Mais là, à un moment donné, je veux dire, 4 jours après la réunion, VLB, comme on l'appelait, Victor Lévy, pétait un plomb contre le préfet, le maire, tu sais. Sur le texto, les gens disent « God bitch ». God bitch! Oui. Merci Marco, Yvan, Martin, Patrick, Alain. Le texto s'est fait aller, merci. Ça. Bon. Les gens m'aident. Avec l'âge, on perd la mémoire. Alors, évidemment, pour revenir à ton anecdote, c'est vrai que ça fait réagir aussi. C'est ce qu'on entend beaucoup, là, quelqu'un qui pouvait changer d'idée puis qui était assumé dans ses idées. Sanguin, mais moi, j'ai toujours gardé une excellente relation avec lui. Une fois, il a dit qu'il avait voté pour moi. Ça m'a un peu étonné. Il était un peu plus à gauche que moi. Je sais pas, il avait dit ça publiquement. Je vais pas vérifier sur son bulletin si c'était vrai. Bon. Et un autre décès, Juliette Powell, VJ Musique Plus, jeune. Très jeune, décédée à 54 ans d'une méningite bactérienne aiguë. Incroyable, hein? Elle a toute une feuille de route. Elle serait décédée le 3 juin, selon un avis de décès. Celle qui est née à New York, mais qui a déménagé à Montréal. Elle avait 8 ans. Donc, elle a été connue tout d'abord comme mannequin dans les années 80. Après, sacrée Miss Canada à la fin des années 80-89. C'était la première femme noire à obtenir ce titre-là. Et en 92, Musique Plus, c'est sûr que plusieurs vont se rappeler de Bouge de là. C'est les vous montez le volume. C'est le premier Bouge de 1996. Je dois vous avouer, j'ai vraiment un beau cadeau cette année. Le jeune homme ici, qui s'appelle Rayhan, il est venu voir. Et dit, Juliette, est-ce que je fais ta sœur pour 1996? J'ai dit, mais c'est tellement gentil, Rayhan. Et puis c'est fou, ça me rappelle tellement de souvenirs. Émission qui était diffusée le vendredi. Les gens y avaient souvent été invités à venir danser dans cette émission-là, de Musique Plus. Puis par la suite, elle a traversé à Much Music, qui était la station sœur, mais anglo, en 96. Puis par la suite, elle a travaillé aux États-Unis. Là, c'était devenu une espèce de consultante des médias. Elle a publié quelques livres, entre autres 33 Million People in the Room. Et puis elle a sorti dans milieu 2009-10 là, de IA Dilemma. Donc, l'intelligence artificielle, elle était toujours un peu en avance sur son temps. On lui parlait on lui parlait souvent quand même chez nous ici. Mais là, tu dis que quelquefois, elle était pas malade. C'est une méningite, quelque chose de très rapide. Méningite bactérienne aiguë, parce que je veux dire, à 54 ans, c'est très, très jeune. Là. Ouais, je comprends. Mais j'imagine son entourage doit-tu capoter? Dévasté. Elle tombe malade, une méningite, là, tu sais. Puis en 2025... Parce qu'on s'imagine de nos jours, c'est ça que la médecine, tu meurs pas d'une affaire dans le cancer, c'est ça. Mais tu meurs plus de maladies comme ça, que la médecine va faire un miracle, quelque chose, puis finalement... Puis des fois, il arrive cet indescriptible et triste événement. Donc, on envoie bien évidemment nos ondes positives. Ça nous rappelle de beaux souvenirs Musique Plus, mais très, très triste ce départ de Juliette Powell. Nos condoléances dans ces deux cas. Nos condoléances aux familles.